Décembre 1943. Des pilotes allemands de la Luftwaffe aperçoivent pour la première fois des chasseurs américains au-dessus du territoire allemand profond. Un avion qui ne devrait pas exister. Un chasseur avec la portée d'un bombardier. À ce moment précis, le destin de la guerre aérienne était scellé. Le 13 décembre 1943, à 9h47 du matin, le lieutenant Hans Ehlers de la Jagdgeschwader 26 effectue une montée d'interception standard au-dessus de Brême. La radio crépite des alertes habituelles. Formation de bombardiers B-17 approchant à 25 000 pieds. Pour Ehlers, vétéran de 312 missions, c'est une routine mortelle mais prévisible. Les escortes alliées traditionnelles, les P-47 Thunderbolt et les Spitfire, abandonnent toujours les bombardiers à la frontière allemande, à court de carburant. C'est là que commence la chasse. Mais ce matin-là, quelque chose est différent. Alors que Ehlers et sa Schwarm atteignent l'altitude d'attaque, ils remarquent des silhouettes inhabituelles entourant les forteresses volantes. Des chasseurs élégants, avec un radiateur ventral distinctif et une verrière cristalline. Ils volent avec une aisance troublante à 7000 mètres d'altitude, là où l'air est si raréfié que les moteurs allemands peinent. Ehlers reconnaît vaguement la forme. Un P-51, ce chasseur américain qu'on disait incapable d'escorter au-delà de 300 km. L'attaque commence. Les Messerschmitt Bf-109 plongent vers la formation. Mais en quelques secondes, tout bascule. Les P-51 ne fuient pas. Ils tournent avec une agilité déconcertante, accélèrent avec une puissance que les pilotes allemands n'ont jamais rencontrée. Le premier Messerschmitt est touché en 15 secondes. Ehlers voit son ailier exploser dans une gerbe d'orange. Il pousse son moteur Daimler-Benz DB605 au maximum, 650 km/h. Le Mustang derrière lui accélère encore, atteignant 710 km/h en palier. C'est impossible. Les rapports du Reichsluftfahrtministerium affirmaient que ces avions n'avaient pas cette capacité. La bataille dure 8 minutes. 3 Messerschmitt sont abattus. Les autres rompent le combat et plongent vers les nuages bas. Ehlers, tremblant, ramène son appareil endommagé à la base de Wevelgem. Dans le debriefing, les officiers du renseignement prennent des notes fébriles. Le P-51B Mustang, équipé du moteur Rolls-Royce Merlin, vient de modifier l'équation de la guerre aérienne. Un chasseur capable d'escorter les bombardiers jusqu'à Berlin et retour, 2500 km d'autonomie, une vitesse maximale de 730 km/h à 7500 mètres, un taux de montée supérieur de 20% aux chasseurs allemands contemporains. Ce jour-là, 54 P-51B du 354e Fighter Group ont pénétré l'espace aérien allemand pour la première fois. Seulement 2 ont été perdus. La Luftwaffe vient de rencontrer l'arme qui va détruire sa suprématie. Les pilotes allemands qui retournent à leur base ce soir-là comprennent qu'une nouvelle ère a commencé. Une ère où ils ne contrôlent plus leur propre ciel. Cette rencontre a changé le cours de l'histoire. Si vous êtes fasciné par ces récits authentiques de la Seconde Guerre mondiale, montrez votre soutien en un seul mot dans les commentaires. Écrivez « Mustang ». Et n'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire pour ne manquer aucun documentaire exclusif sur les secrets militaires de l'histoire. Janvier 1944, le Pentagone à Washington reçoit les premiers rapports d'efficacité du P-51 en Europe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de perte des bombardiers B-17 et B-24 lors des missions escortées par les Mustangs chute de 9,1% à 3,5%. Le général Henry Arnold, commandant de l'armée Air Forces, convoque immédiatement une réunion stratégique. La décision est prise. Production maximale. 15 000 P-51 seront construits. Tous les groupes de chasse en Europe seront progressivement rééquipés. Le 11 janvier 1944, le général James Doolittle prend le commandement de la 8e Air Forces. Sa première directive bouleverse la doctrine de combat aérien allié. Fini le rôle défensif. Les P-51 ne doivent plus seulement protéger les bombardiers, ils doivent chasser la Luftwaffe jusqu'à l'anéantissement. Doolittle ordonne « Détruisez la force de chasse ennemie là où vous la trouverez, dans les airs, au sol, dans les fabriques. » C'est une guerre d'extermination aérienne. Entre le 20 et le 25 février 1944 se déroule l'opération Argument, que les aviateurs alliés surnommeront Big Week, la semaine grande. 1000 bombardiers lourds attaquent les usines d'aviation allemandes à Regensburg, Augsburg, Leipzig, Gotha. Cette fois, ils sont escortés par 617 P-51 Mustang qui pénètrent profondément en territoire ennemi.
La Luftwaffe n'a pas le choix. Elle doit défendre ses usines ou mourir de toute façon par asphyxie industrielle. Le combat est titanesque. Le 20 février, au-dessus de Leipzig, 92 Messerschmitt et Focke-Wulf attaquent la formation. Les P-51 du 357e Fighter Group interceptent. En 23 minutes de combat tournoyant, 17 chasseurs allemands sont abattus contre 4 Mustangs. Le lieutenant-colonel James Howard, seul, engage 40 appareils ennemis pour protéger un groupe de bombardiers isolés. Il en abat 6 et endommage encore 4 avant que ses munitions soient épuisées. Il recevra la Medal of Honor. À la fin de la Big Week, les statistiques sont implacables. La Luftwaffe a perdu 357 chasseurs et 288 pilotes. Parmi eux, 17% sont des pilotes expérimentés, irremplaçables. Les écoles de formation allemandes ne peuvent plus fournir que des jeunes gens avec 50 heures de vol face à des pilotes qui en ont 300. La Luftwaffe saigne à mort. Les usines endommagées tournent à 30% de leur capacité. L'étau se resserre. Le 4 mars 1944, événement symbolique et stratégique majeur, les bombardiers B-17 attaquent Berlin pour la première fois avec escorte complète de P-51 depuis le décollage jusqu'au retour. 884 avions alliés pénètrent l'espace aérien de la capitale du Reich. Hermann Göring, Reichsmarschall et commandant de la Luftwaffe, observe depuis sa terrasse du Karinhall les traînées de condensation dessiner des lignes blanches au-dessus de Berlin. Pour la première fois depuis 1940, des chasseurs ennemis survolent le cœur de l'Allemagne nazie en plein jour. Göring prononce alors la phrase qui résume la fin. « Quand j'ai vu les Mustangs au-dessus de Berlin, j'ai su que c'était fini. » Pour comprendre la domination du P-51 Mustang, il faut analyser la machine elle-même. En mars 1944, la version P-51D entre en service, et c'est cette variante qui deviendra légendaire. Conçu par l'ingénieur Edgar Schmued chez North American Aviation, le Mustang est un paradoxe aéronautique. Un chasseur américain propulsé par un moteur britannique, le Rolls-Royce Merlin V 1657 de 1490 chevaux. Vous découvrez comment un seul avion a changé le destin de la guerre. Restez jusqu'à la fin pour comprendre l'impact final du P-51 Mustang sur le jour J et la chute du Reich. Ce moteur est la clé. Grâce à son compresseur à 2 étages, le Merlin maintient sa puissance jusqu'à 8000 mètres d'altitude, là où les moteurs allemands DB605 et BMW 801 perdent 30% de leur rendement. En altitude de croisière à 7000 mètres, le P-51D vole à 650 km/h sans forcer. Le Messerschmitt Bf 109 G6, chasseur standard de la Luftwaffe, plafonne à 620 km/h à cette altitude, et son moteur chauffe rapidement. Le Focke-Wulf FW 190 A8, robuste et bien armé, ne dépasse pas 640 km/h en palier. La supériorité ne s'arrête pas à la vitesse. Le P-51D possède une autonomie de combat de 3350 km avec réservoir largable, contre 1000 km pour le Bf 109 et 850 pour le FW 190. Cela signifie qu'un Mustang peut escorter les bombardiers de Londres à Berlin, combattre 20 minutes au-dessus de l'objectif et rentrer en Angleterre. Un chasseur allemand doit décoller d'une base locale, combattre 10 minutes avant de devoir retourner se ravitailler. La géographie devient une arme alliée. L'innovation technique du P-51D réside aussi dans sa verrière. La fameuse Bull Canopy, coupole transparente à 360 degrés, offre aux pilotes une visibilité totale. Les pilotes allemands, eux, avec leurs verrières blindées et armatures épaisses, ont des angles morts mortels. Un Mustang peut repérer, suivre et attaquer depuis n'importe quelle direction. Dans les combats tournoyants, cette visibilité vaut plus de 10 km/h supplémentaires. L'armement est standardisé et efficace. 6 mitrailleuses Browning M2 de calibre 12,7 mm, 3 par aile, avec 1880 cartouches. Cadence de tir combinée, 4800 coups par minute. Les ingénieurs ont calculé que 7 secondes de tir concentré suffisent à détruire n'importe quel chasseur ennemi. Les Allemands, eux, ont opté pour un armement mixte, canon de 20 ou 30 mm mélangé avec des mitrailleuses. Puissant, mais lent à recharger et source de panne mécanique fréquente.
Le 8 avril 1944, lors d'un combat aérien au-dessus de Brunswick, le major George Preddy du 352e Fighter Group abat 6 Messerschmitt Bf-109 en une seule mission. Son P-51D, baptisé Crips A Mighty Tree, ne reçoit aucun impact. Preddy terminera la guerre avec 26,8 victoires confirmées, le meilleur score d'un pilote de Mustang en Europe. Ces hommes ne sont pas seulement des as. Ils pilotent la meilleure machine de guerre aérienne de 1944 et ils le savent. Mai 1944, les aérodromes allemands sont devenus des cimetières à ciel ouvert. Le major Günther Rall, troisième as de chasse allemand avec 275 victoires, écrit dans son journal « Nous ne contrôlons plus notre espace aérien. Les Américaneurs vont et viennent comme bon leur semble. Nos jeunes pilotes meurent lors de leur première mission. Les chiffres lui donnent raison. » En janvier 1944, la Luftwaffe alignait encore 2700 chasseurs monomoteurs opérationnels. En mai, il en reste moins de 1500, et la moitié sont cloués au sol par manque de carburant ou de pièces détachées. La tactique alliée est méthodique et impitoyable. Les P-51 ne se contentent plus de combats aériens, ils mitraillent systématiquement les aérodromes à sol, détruisant les appareils au sol, incendiant les dépôts de carburant et tuant les mécaniciens et les pilotes avant même qu'ils ne décollent. Le 21 mai 1944, 12 P-51 du 339e Fighter Group attaquent la base de Gablingen près d'Augsbourg. En 10 minutes, 23 appareils allemands sont détruits, dont 16 n'ont jamais volé ce jour-là. Les pilotes allemands survivants décrivent l'enfer. Ils arrivent en rase-motte à 7 heures du matin quand nous prenons le petit déjeuner. Nous courons vers les abris pendant qu'ils brûlent tout. Les statistiques de pertes racontent une histoire de massacre industriel. En février 1944, les bombardiers alliés perdent 9,1% de leurs appareils par mission. En mars, 3,8%. En avril, 3,5%. En mai, moins de 3%. La courbe de mortalité de la Luftwaffe suit la trajectoire inverse. Les groupes de chasse allemands perdent en moyenne 40% de leurs pilotes chaque mois. À ce rythme, l'Allemagne nazie sera anéantie avant l'hiver. Le système de formation allemand s'effondre également. En 1943, un pilote de chasse allemand recevait 150 heures de formation avant son affectation au front. En 1944, seulement 50 heures. Les instructeurs expérimentés sont rappelés au combat. Les simulateurs manquent de carburant. Un jeune pilote de Bf-109 arrivant dans une Jagdgeschwader en mai 1944 a 87% de probabilité d'être tué ou blessé gravement lors de ses 10 premières missions. Face à lui, un pilote américain de P-51 possède en moyenne 280 heures de vol et a survécu à 30 missions. Hermann Göring, autrefois figure héroïque de la Première Guerre mondiale et architecte de la Luftwaffe, devient un homme brisé. Lors d'une réunion au Berghof le 23 mai 1944, Hitler l'humilie publiquement. « Votre Luftwaffe est une honte. Les Américains bombardent notre ville en plein jour et vous ne faites rien. » Göring, morphinomane et obèse, répond faiblement que ses pilotes manquent de tout. Hitler hurle « Il manque de courage !» La réalité est plus cruelle. Il manque de temps, de carburant, d'expérience et d'avions capables de rivaliser avec le P-51. Le 6 juin 1944, jour du débarquement en Normandie, l'US Army Air Force et la RAF alignent 11 200 avions au-dessus des plages. La Luftwaffe parvient à envoyer exactement 2 chasseurs effectuer une reconnaissance matinale au-dessus de Maha Beach. 2 avions, face à 11 000. Le Feldmarschall Erwin Rommel, commandant du groupe d'armée B, écrit à son épouse « Nous n'avons aucune couverture aérienne. C'est la fin. » La suprématie aérienne alliée, conquise par le P-51 Mustang, rend l'invasion possible. Sans contrôle du ciel, la Wehrmacht ne peut ni se déplacer ni se ravitailler de jour. L'Allemagne nazie vient de perdre la guerre. Et elle le sait. Août 1945. La Seconde Guerre mondiale se termine. Les statistiques finales du P-51 Mustang sont compilées par l'US Army Air Forces Historical Division. 4 950 avions ennemis détruits en combat aérien. 4 130 détruits au sol. 230 000 sorties de combat effectuées. Taux de disponibilité opérationnelle moyen. 84%. Le plus élevé de tous les chasseurs alliés. Coût de production, $50 000 par unité, soit moitié moins qu'un P-47 Thunderbolt. 15 686 exemplaires construits entre 1942 et 1945. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Le P-51 Mustang a accompli ce qu'aucun autre avion n'avait réussi, rendre la guerre aérienne stratégique possible.
Avant le Mustang, les bombardements de jour en Allemagne étaient des missions suicides. En août 1943, lors du raid sur Schweinfurt, les B-17 non escortés perdirent 36 appareils sur 291 engagés, soit 12,7%, un taux de perte insoutenable. Le moral des équipages s'effondrait. Le général Ira Eaker envisageait d'abandonner les raids diurnes et de copier la stratégie britannique de bombardement nocturne, moins précis mais moins meurtrier. L'arrivée du P-51 a inversé l'équation. Les bombardiers pouvaient désormais frapper n'importe quelle cible en Allemagne avec une escorte complète. Les usines d'armement, les raffineries de pétrole synthétique, les nœuds ferroviaires, tout est devenu vulnérable. La production industrielle allemande, qui avait culminé en juillet 1944 malgré les bombardements, s'effondre en septembre. Les usines sont détruites, les travailleurs tués, les transports paralysés. Sans le P-51, cette campagne aurait été impossible. Les pilotes de Mustang sont devenus des légendes. Le colonel Francis Gabreski, 28 victoires. Le lieutenant-colonel John Mayer, 24 victoires. Le capitaine Ray Wetmore, 21,2 victoires. Mais derrière les A se trouvent des milliers de pilotes anonymes qui ont simplement fait leur travail. Escorter, protéger, combattre. 2520 pilotes de P-51 sont morts en Europe. Chacun d'eux a contribué à la victoire. Leurs noms sont gravés dans les cimetières américains de Normandie, de Belgique et d'Angleterre. La technologie du P-51 a influencé l'aviation d'après-guerre. Son design aérodynamique élégant, son moteur performant en altitude, sa portée exceptionnelle, tous ces éléments ont inspiré les premiers chasseurs à réaction. Le F-96 Sabre, dominant de la guerre de Corée, doit beaucoup aux leçons du Mustang. Même aujourd'hui, les ingénieurs aéronautiques étudiaient le radiateur ventral du P-51, chef-d'œuvre de thermodynamique qui transformait la résistance de refroidissement en poussée supplémentaire. Le 13 décembre 1943, le lieutenant Hans Sellers de la Luftwaffe avait vu l'avenir. Il n'avait simplement pas réalisé à quel point cet avenir serait bref et dévastateur pour son camp. Le P-51 Mustang n'était pas juste un avion. C'était la preuve que la supériorité technologique associée à la production industrielle massive et au courage des hommes pouvait changer le cours de l'histoire. En 98 minutes de combat ce jour-là, la Luftwaffe avait rencontré son bourreau. Elle avait encore 18 mois à vivre. Cette histoire authentique démontre comment un seul avion a changé l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le P-51 Mustang a donné aux Alliés la suprématie aérienne qui a rendu la victoire possible. Si ce documentaire vous a fasciné, laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Quelle est selon vous l'arme la plus décisive de la Seconde Guerre mondiale? Et pour ne manquer aucune histoire extraordinaire des conflits du XXe siècle, abonnez-vous maintenant à l'Énigme militaire et activez la cloche de notification. L'histoire recèle encore d'innombrables secrets militaires que nous allons révéler ensemble.